Salut! Est-ce que ce serait pas l'heure d'un nouveau point lecture? Eh bien si! Voilà, ceux qui aiment les points lecture, eh ben c'est reparti. On va parler de 4 livres, comme d'habitude. Ceux qui me connaissent le savent, je suis hyper fan d'Édouard Louis. Et donc, à chaque fois qu'Édouard Louis sort un livre, je me précipite. Et donc là, il a sorti Monique s'évade, qui est entre guillemets la suite, parce qu'en fait, quand on lit les livres d'Édouard Louis, il y a une espèce de succession. Il a commencé, quand il a écrit En finir avec Eddie Bellegueule, par parler de lui et de son enfance. Puis après, il y a eu Histoire de la violence où c'était lui à Paris. Puis après, il y a eu lui ceci. Puis après, il y a eu le livre sur son père, le livre sur sa mère, etc. Et là, on est sur l'évolution de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc voilà, il y a une espèce de logique de suite. Et donc, je vais vous parler tout de suite de Monique s'évade. Donc quand on commence le livre, on est immédiatement pris. Surtout si vous avez déjà lu Édouard Louis, vous savez exactement à quel moment on est. Vous savez son histoire familiale, vous savez que sa mère a quitté son père, vous savez qu'elle est partie vivre à Paris avec un autre homme, et on la récupère à un moment donné où malheureusement elle a encore mal choisi son conjoint qui n'est pas très très sympathique avec elle, et on est à un moment charnière de la vie d'Édouard Louis où il doit un peu se repositionner par rapport à son histoire, et maintenant qu'il a tout mis de côté, qu'il est devenu un écrivain célèbre à Paris, et que sa mère se retrouve confrontée à une certaine forme de difficulté, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va remettre les pieds dans cet univers-là pour aider sa mère? C'est toutes ces questions-là, en fait, que se pose ce roman. Le leitmotiv du livre, c'est la honte est une mémoire. Et on peut presque dire que c'est la thématique du livre, la honte. Il y a d'abord la honte d'Édouard Louis de son milieu social. Ce que je peux comprendre, il y a plein de gens qui ne comprennent pas, et moi je comprends tellement, que parfois on a un peu honte d'où on vient, parce qu'on sait l'absurdité dans laquelle on a grandi, l'absurdité de choses, et moi je l'ai vécu, je sais de quoi il parle, et je comprends. Donc il y a cette honte-là. Et puis il y a la honte de s'en être extrait, la honte d'avoir renié une partie de soi. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il parle fort bien et qui est important parce que c'est difficile à vivre. De se dire, bah, j'ai tout laissé derrière moi et je suis partie pour faire autre chose. D'autant plus quand on a réussi comme Édouard Louis, c'est hyper culpabilisant. Donc on a honte. Et puis il y a la honte d'avoir laissé tomber les gens et de les avoir laissés dans la merde. Et Édouard Louis, il est devenu une star, il est devenu un grand écrivain, il est reconnu, il est célèbre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que vraiment il doit aider sa mère? Ou sinon, bah, est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? C'est tout un questionnement, tout un cheminement qui est hyper complexe et assez philosophique en fait, et aussi assez psychologique, qu'Édouard Louis aborde au fil de ses livres, et je trouve qu'il fait ça de façon très intelligente. Alors ça me fait rire parce que souvent je vois des gens qui n'aiment pas Édouard Louis. Il y a un auteur notamment que je suis sur Instagram ou Facebook ou je sais plus où, qui l'appelle Ouin Ouin. Il dit tout le temps, ah, un nouveau livre de Ouin Ouin. Et si je comprends pourquoi il écrit ça, je me dis que c'est tellement passé à côté du talent d'Édouard Louis et de son intelligence. Une intelligence d'analyser l'âme humaine et une certaine forme d'âme humaine et de regard sur la société et de construction sociale tout simplement. Comment on se construit socialement quand on est en décalage avec la société, avec sa famille et parfois même avec soi-même. Parce que l'image que l'on renvoie n'est pas l'image de ce qu'on ressent à l'intérieur. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'assez formidable chez Édouard Louis, et rien que pour ça, ben, j'adore ses livres. Et là, on retrouve une femme dans la détresse, alors je ne peux pas ne pas être sensible à ça. Une femme qui commence ce livre en disant 3 maris, 3 poivreaux, 3 fois la même histoire, je me suis plantée 3 fois. Et je sais qu'il y a des gens qui seraient suffisamment insubtils pour dire ah ben, elle les cherche. En fait, non. C'est juste qu'on est dans un contexte social avec des choix limités. Et en fait, le choix n'existe pas. Et cette femme va toujours tomber sur le même type d'homme. Et ça fait tellement de la peine. Et je trouve que c'est très bien dit, très bien amené. Et ça m'a touchée dans le livre. Alors, qu'est-ce que fait Édouard Louis? En fait, il fait le récit d'une évasion.
Donc il va raconter comment sa mère prend contact avec lui en lui disant: «Bon ben voilà, troisième histoire, foirage encore, au secours, est-ce que tu peux venir m'aider? Je suis décidée à partir». Et donc il faut organiser, en urgence le déménagement, avec toutes les anecdotes qui vont autour. Lui qui dit: «Bon bah tu mets tout dans un sac et je viens te chercher», et elle dit: «Non, moi je veux ma table, c'est la table de ma mère, blabla», il lui dit: «On s'en fout de la table». Et voilà, ça a ce côté aussi prosaïque où lui, il lui dit: «Bah, il faut sauver ta peau», et elle dit: «Bah non, je vois pas pourquoi je lui laisserais la table de ma mère». C'est tellement fin, c'est tellement important de se dire que c'est pas parce qu'on est martyrisé qu'on n'a pas le droit d'avoir envie de garder la table de sa mère. Et il y a plein de petites anecdotes comme ça qui n'en sont pas en fait, qui sont juste des révélations de ce qu'on est structurellement, nous les humains, de nos besoins, de nos envies. Et cette femme-là, elle a beau avoir un vécu avec les hommes très difficile et devoir être sauvée littéralement, parce que son mec la frappe, elle veut quand même garder la table de sa mère. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc en fait voilà Édouard Louis qui se dit: «Bon OK, maintenant, j'ai peut-être les moyens, OK, comment je vais faire pour l'aider?» En plus à ce moment-là, il est en Grèce, il est en train de faire une résidence d'auteur, et elle lui demande ça à ce moment-là. Donc la culpabilité encore, c'est: «Est-ce que je dois quitter ma résidence d'auteur?» Mais en même temps je suis payée, je suis bien payée, alors ça fera de l'argent qui, enfin voilà, c'est un peu compliqué, un peu contraignant. Donc il choisit de rester, il la soutient, il lui trouve des logements, comme il peut, mais de loin. Il demande à sa sœur qui est sur place d'aller visiter. Il fi Bref, c'est vraiment toute la construction de comment on fait pour aider sa mère, pour aider une femme qui veut être aidée, mais qui en même temps a ses propres contraintes et ses propres dysfonctionnements et ses propres contradictions. Et vous avez lui aussi qui est sa propre construction et ses propres contradictions, qui a envie de l'aider, mais qui en même temps ne veut pas tout faire parce qu'elle n'a pas tout fait pour lui. C'est pas de la, c'est pas de la vengeance, c'est aussi une forme de protection. Heu, on peut avoir envie d'aider les gens qui font partie de notre famille, sans pour autant tout accepter. Et il est tout le temps sur ce chemin-là, à pencher d'un côté et de l'autre. Et j'ai trouvé qu'il était très humble avec lui-même, qu'il reconnaît toutes ses faiblesses. Il prend sur lui pour appeler sa sœur à qui il n'a pas parlé depuis longtemps. C'est quelque chose de difficile. Ils s'organisent tous ensemble. Et qu'à un cas, voilà, vous avez l'organisation de cette évasion. Monique s'évade. Et comment on va l'aider? Et comme d'habitude, sans surprise, ça a fonctionné sur moi. Je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la portée sociale du livre, où Édouard Louis révèle toutes les aspérités de cette situation. Souvent, quand on a des livres sur les femmes battues, ou sur l'histoire d'une extraction, ou un point de vue autre, on n'a justement qu'un seul de ces pans. Et là, il arrive, en mêlant cette honte, qui est vraiment le leitmotiv de ce roman, à donner toute l'ambivalence du truc, et même à reconnaître, et c'est assez touchant, à la fin, avec sa mère, il l'emmène quelque part, je vous laisse découvrir dans le roman, et il en est content, il en est fier, et il éprouve une sorte de jubilation. Mais vous savez, cette petite jubilation enfantine de «j'ai fait plaisir à maman». Et on sent que c'est... Il y a ce côté, je suis un enfant, je suis un adulte, je suis pauvre, je suis riche, je l'aime, je lui en veux, je me comporte comme un héros, je suis un lâche, je suis courageux, j'ai honte. Être un humain, c'est compliqué. Se battre avec sa différence, ce qu'on est, son milieu social, la société, la politique, les gens qui vous jugent, qui vous entourent, c'est hyper compliqué. Et il y a une partie de moi qui est extrêmement admirative de voir que Édouard Louis continue d'écrire des romans, alors qu'il y a toujours des couillons pour dire: «Ah oui, alors il est encore en train de raconter sa vie», ou alors: «Ah non, mais alors il est tout le temps en train de se plaindre». Et je me dis: «Mais si j'étais lui, je me connais, je serais mortifiée et je me dirais: "Oh là là là, c'est la honte, les gens ont pas compris", et j'arrêterais d'écrire. Et lui pas. Et quel courage, quelle force, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et enfin, et pour terminer, et c'est peut-être le point essentiel du roman, ça nous rappelle qu'une femme dans une situation difficile, une femme battue, une femme harcelée psychologiquement, toutes les formes d'emprise qu'une femme peut subir
eh bien, elle ne s'évade que si elle est aidée. Souvent, quand on entend des féminicides ou quand on voit des femmes battues, on dit toujours bah, pourquoi elle est pas partie. Mais vous croyez quoi? Que c'est facile? Qu'il suffit de passer la porte et de s'en aller? Mais derrière, alors outre le fait qu'il faut énormément de force psychologique, ce que ces femmes-là n'ont plus parce qu'elles ont été éteintes, il faut en plus pouvoir le faire. C'est-à-dire que c'est con, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche. On vit pas que de l'air. Il faut manger, il faut avoir chaud, il faut pouvoir s'habiller, il faut... Enfin, à un moment donné, il y a les réalités de la vie qui vous rattrapent, les réalités matérielles. Et quand on vous a coupé de la société, que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas quelqu'un qui arrive sur son cheval blanc et qui dit, OK, bah, je vais signer un chèque, je vais payer la caution, je vais payer ceci, bah, et ben en fait, vous ne vous en sortez pas. Et la façon qu'a Édouard Louis de le rappeler en disant que cette évasion n'est possible que parce qu'il est là et parce que sa sœur est là, parce que tous les deux s'embarquent, et ça aussi c'est intéressant, de voir que ils s'embarquent tous les deux. D'ailleurs, je me souviens de Floris qui l'a lu, qui n'a pas aimé du tout ce roman, a dit qu'il était choqué parce qu'il demande à sa sœur de participer. euh, Et en fait, je trouve pas ça choquant, moi, je trouve même ça normal. Euh, c'est pas parce qu'il gagne mieux sa vie que sa sœur qu'il ne peut pas lui demander une participation, c'est aussi sa mère à elle. Peut-être que Floris fera un choix différent, ce que je peux concevoir. Peut-être que moi aussi, si j'avais plein de sous, je ferais des choix très différents. Je ne le sais pas, je n'y suis pas. Mais je ne veux pas juger. Et je trouve que c'est déjà très courageux d'avoir réussi à aller au-delà de cette rupture familiale, de reprendre contact, de construire ce cocon autour de sa mère pour l'extraire et l'emmener vers une autre vie, dans ce petit pavillon, près de sa fille, près de ses petits-enfants. Voilà, et de l'emmener surtout, et c'est ça l'essentiel, à l'autonomie. Voilà, comment tu emmènes quelqu'un qui ne sait pas vivre seul, qui a toujours été dépendant, comment tu l'emmènes à l'autonomie, à se retrouver à devoir vivre seul, comment tu gères, voilà. Et c'est toute cette construction qui est dans ce roman, et le roman est très court. C'est-à-dire, c'est la force d'Édouard Louis, hein, c'est de réussir à amener énormément d'idées, énormément de pensées, énormément de philosophie dans un texte qui est très très court. Donc voilà, donc vraiment pour moi Monique s'évade, c'est encore une réussite. Et si je ne l'ai pas dit, eh bien je le dis, lisez Édouard Louis. Vraiment, il en vaut la peine. J'ai ensuite lu Note sur le chagrin de Chimamanda Ngozi Adichie. Pour l'anecdote, c'est un livre que j'ai lu d'une traite lorsque je suis allée à Rennes au Champ Libre. J'ai savouré d'être après l'avoir visité, après avoir regardé plein de choses, fait des photos, discuté, etc. Je me suis posée, j'ai cherché, je me suis promenée, et non, j'ai pas cherché. Je suis tombée sur un présentoir et j'ai vu ce livre. Il est tout petit. Et je me suis dit, je peux me poser là. Physiquement, je peux m'arrêter. Là, c'était pas prévu, mais je peux me permettre de le faire, de me poser sur un canapé et de lire en entier un livre au sein des Champs Libres. C'est quelque chose que je ne fais jamais. D'abord, il faut avoir une bibliothèque qui permet ça. Moi, les bibliothèques que je dirige, il y a pas assez de place pour qu'on puisse avoir partout des canapés où les gens se posent. Moi, je gère un réseau où il y a 4 médiathèques, une ludothèque, mais ce sont des petits espaces. La plus grande fait 1000 mètres carrés. Donc, quand vous avez mis vos rayonnages, il n'y a plus trop, enfin, plus les tables, les chaises pour la presse, etc. Vous avez quelques fauteuils, un canapé, mais pas énormément. Et là, au Champ Libre, vous avez des tonnes de places assises, vous avez tout le monde qui s'assoit. Et j'ai trouvé ça merveilleux de tout d'un coup me dire, ah, mais c'est tellement facile, c'est tellement bien, c'est tellement une chance de pouvoir se poser un dimanche après-midi, s'asseoir et de lire un livre en entier. Donc, sur un coup de tête, je m'assois, je prends ce livre que je n'avais jamais ambitionné de lire. Autant j'ai toujours voulu lire cette autrice, autant ce roman-là, pas du tout. Mais il y avait une espèce d'alchimie, de c'est comme ça qu'on dit, de circonstances qui s'adaptaient bien. Et je me suis posée et j'ai lu ce livre. Alors, la thématique de ce livre, c'est comment dire adieu à quelqu'un qu'on aime. Donc, Chimamanda Adichie Ngozi a perdu son père pendant le Covid. Elle est aux États-Unis. Son père est encore en Afrique. Il est dans quel pays? Merde, j'ai oublié le pays. Oh, au Nigeria. Et
Elle est extrêmement proche de son frère, elle l'aime vraiment énormément, et elle doit non seulement subir la perte de son père, mais elle doit la subir de loin sans pouvoir l'accompagner dans sa dernière demeure. Et en l'espace de quelques pages, elle va aborder voilà tout ce qui se passe dans sa tête, quelques retours sur ses échanges qu'elle a eu avec son père, et puis les échanges avec sa famille, les visios, comment on fait pour pallier tout ça, comment on vit cette disparition et cette séparation aussi bien physique dans le sens mortel que physique dans le sens distance. Donc bien évidemment, en pleine pandémie, pas question de prendre l'avion, elle est bloquée. À un moment donné, elle essaye de prendre l'avion, ça ne marche pas, les avions sont repoussés. Euh, donc je crois que l'enterrement met très longtemps, plusieurs mois avant, mais ça ne marche jamais. Et, euh, et on sent la volonté de repousser vraiment pour qu'elle soit là. Et ça marche pas, et on suit avec elle toute cette frustration. C'est extrêmement beau, c'est extrêmement touchant. Elle vit donc avec le remords d'être loin, la culpabilité d'être loin, de louper l'enterrement de son père, de ne pas avoir été là sur ses derniers instants. Et, j'ai perdu ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire? Et elle nous partage tous ses sentiments, toutes ses angoisses, ses peurs, etc. Et elle les retraduit à travers l'admiration qu'elle a pour son père. Donc on a des grands passages où elle nous parle de son père, qui est un professeur, etc. Et c'est très beau. C'est très beau parce que visiblement son père est véritablement quelqu'un d'admirable. Mais il y a aussi le côté admiration de la fille pour son père. Vous savez, parfois il y a la femme qui parle, puis parfois il y a la petite fille. Et c'est juste son papa. Et il y a cette alternance parfois de regards posés sur son père. Et c'est assez joli, c'est très bien fait, c'est très bien écrit. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, c'est très très court, mais c'est brillant, c'est intéressant, c'est touchant. On ne peut que partager son sentiment, son ressenti face à cette situation. On compatit, on est avec elle, et en parallèle, on admire son talent d'écrivaine. Et on enchaîne directement avec un polar qui s'appelle La Septième Lune de Pier Giorgio Puglisi. Vous savez que dès que sort un livre de Pier Giorgio Puglisi, je me précipite. Je suis cette saga avec ses héroïnes. Alors, les prénoms des héroïnes, m'en veuillez pas, hein, voilà. Eva et Maria. Non, Mara. Eva et Mara. Et bien sûr, Vito Strega. Et donc, ces trois-là, plus un quatrième qui s'appelle Bepi Pavan, qu'on voit déjà dans un roman précédent. Donc Eva Cross, Mara Raïs, Bepi Pavan et Vito Strega, j'y arrive pas. On débute ce roman et on découvre qu'en fait, ils ont eu l'autorisation de former leur propre structure. Donc ils vont tout le temps bosser tous les quatre pour mener des enquêtes un peu spéciales. Et on se dit, c'est génial. Donc on a eu les précédents épisodes où comment ils se sont rencontrés. Et là, ça y est, ils sont tous ensemble et ils vont pouvoir mener des enquêtes ensemble. Et évidemment, comme tous les romans de cet auteur, on va suivre une enquête policière. Et on va suivre l'enquête policière autour de la mort d'une jeune femme. Une jeune femme qui avait tout pour elle, jeune, belle, épanouie, qui faisait des brillantes études, avec ses parents qui tiennent un hôtel, sa sœur. Et on découvre que la construction familiale est un petit peu bizarre parce que, en fait, le père a été accusé d'avoir tué la mère de cette jeune femme. Et ensuite, il s'est remarié et il a eu une fille avec sa deuxième femme. Donc, en fait, les deux frangines ne sont que demi-sœurs. Mais la deuxième femme a élevé la fille du premier mariage. Et voilà. Et elles ont 20 et quelques années, tout s'est bien passé. Sauf que l'aînée, donc celle qui appartenait à la mère défunte, est assassinée. Et nos quatre héros vont devoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et bien sûr, vous allez avoir tout un tas de pistes. Et notamment un lien avec... C'était le premier roman que j'ai lu et qui a été traduit en français, dans lequel Eva et Mara menaient une enquête sur des meurtres, comment on dit? Des meurtres... Mais c'est bon l'adjectif, des meurtres de rituel.
voilà, avec des masques, des positions très particulières, des ambiances, etc. Donc ça, c'était le tout premier tome. Et là, apparemment, on reviendrait sur quelque chose comme ça. Je dis apparemment parce que très très vite, on va comprendre qu'en fait, c'est du copycat. Et ils vont aller gratter plus loin et essayer de comprendre, etc. Alors, en toute objectivité, le roman est très très bien. Mais comme ça me fait ça souvent, je commence à m'enlacer. Je n'arrive pas à savoir si c'est que celui-ci est moins bien. Est-ce qu'il est un peu en dessous? Ou est-ce que c'est l'écriture, je m'habitue et du coup, ben, je suis moins surprise? Ou que je me lasse parce que on est un peu dans la redondance. J'arrive pas à savoir. Après, j'ai quand même passé un super moment, j'étais très contente de l'avoir lu. En plus, l'auteur nous amène un nouveau personnage. Alors, je ne sais pas si elle restera dans l'équipe, mais c'est quand même Clara, qui mesure 1,98 m. Je ne sais pas comment elle fait pour vivre. 1,98 m. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, l'actrice qui fait... je l'avais en tête et au moment où j'ai commencé ma phrase, je l'ai perdue. Bon. Ceux qui ont vu Game of Thrones savent, cette très grande actrice, je vous la mets en photo là. Bref. Elle est amoureuse du frère de Circé. Voilà. Et elle, voilà, dans ma tête, je la voyais comme ça. Très grande, un peu masculine et en même temps très touchante, très attachante. Voilà, je me suis beaucoup attachée à Clara. Et je me suis dit que si j'étais l'écrivain, bah, je la rajouterais à l'équipe pour faire un 5e membre. Parce qu'elle mérite quand même d'avoir sa place. En tout cas, c'est ce que je me disais à la lecture du roman. Qu'est-ce que sera la suite? Je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé l'arrivée de ce personnage. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une flic, hein, bien sûr. Donc, comme dans tous les romans de Pier Giorgio Pulixi, ce qui est très bon, c'est le rythme. C'est une espèce de métronome d'écriture, ce type. Donc ça fait poum, poum, poum. Son scénario, il est comme ça. D'ailleurs, c'est un scénario, hein, c'est tchac, 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 tchac. Tout tombe au bon moment. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous n'avez pas le temps de vous poser. En plus, il entremêle les petits fils, vous savez, parce qu'il y a toujours la relation d'Eva et de Mara, qui au fil du temps a devenu plus de sororité. Vous avez toujours Strego, qui est toujours aussi beau, donc il y a toujours un petit peu d'ambiguïté avec les deux, notamment avec une, je vous dis pas laquelle. Et puis vous avez l'autre là, qui est une espèce de boulet, et donc il y a toujours ce jeu de vocabulaire, d'insultes dans toutes les langues italiennes. C'est drôle, c'est vachement bien fait, en fait, ça fonctionne. Donc si vous aimez les polars addictifs, efficaces, rythmés, extrêmement cinématographiques, mais que fait le cinéma? Mais franchement, je les vois trop en images. Faudrait faire le casting. Donc il y a une petite brune gothique, il y a une grande rousse pulpeuse et très sensuelle. Alors, bon, Audrey Fleurot, c'est facile, mais elle le ferait bien, hein. Ou dans les américaines, ça pourrait être Jessica Chastain. Elle n'est pas pulpeuse, mais je pense qu'elle ferait bien le rôle. Et une petite brune, genre Renée Mara ou un truc comme ça. Ouais. Et puis Vito Strega. Alors Vito Strega, ouais, il est un peu jeune, mais il y a un métis qui est très très beau. Je crois alors j'ai pas vu la série, mais j'ai vu les photos. Il a joué dans... Oh là là, j'ai pas le nom de la série, cette série que tout le monde regarde là en costume. J'ai voulu regarder 3 épisodes et j'ai cru que j'allais mourir d'ennui tellement j'ai trouvé ça nul. Et tout le monde adore cette série. Et dans la saison 1, il y a un jeune homme noir, mais il est trop jeune pour faire Vito Strega. Donc il nous faut un grand maîtrise très beau, nageur. Idriss Elba est un peu trop vieux. C'est le moment, hein, va falloir mettre vos idées en commentaire. Hein. Alors on met qui dans le rôle de Mara, on met qui dans le rôle d'Eva, on met qui dans le rôle de Vito. Il a la quarantaine, Vito. C'est pas facile. Écoutez,
comme je fais ça en live, j'ai pas préparé, j'ai pas d'idée comme ça, mais je vous laisse me faire des propositions dans les commentaires. On fait le petit casting? Allez, go! C'est parti, je vous écoute, lâchez-vous. Voilà, donc c'est un roman vraiment super sympa, comme les autres. À mon sens, un peu en dessous, mais franchement, faites-vous plaisir. Et enfin, sur un coup de tête, parce que c'était pas du tout prévu dans mes lectures, mais c'est pareil, je vois passer des livres de ci, de là, et alors, je vous explique pourquoi je fais ça. Ce haut est nul, je ne peux pas mettre de soutien-gorge, parce que voilà, donc j'ai un soutien-gorge qui passe derrière, et malgré tout, on voit le truc, et je suis tout le temps en train de faire ça, mais c'est nul, là. Mais enfin, laisse ton truc tranquille, Nadia. En plus, j'ai chaud, il fait une chaleur torride, je n'ouvre pas la fenêtre, parce que sinon vous allez entendre les voitures, mais je n'en peux plus. Bon, allez, plus qu'un livre, on y est. Donc voilà, j'ai vu passer ce livre, je me suis dit je veux absolument le lire. Aussitôt, je l'ai réservé à la bibliothèque, je l'ai eu et je l'ai lu. Je l'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu et je l'ai rendu à la bibliothèque 3 jours plus tard, je l'ai dévoré. Il s'agit d'une famille en or de Titu Lecoq. C'est ça le titre? Une époque en or. Une famille en or, c'est pas un jeu ça? C'est pas un jeu télé, une famille en or? Avec Patrick Roy? Oh, ça revient de loin, hein. J'ai un doute. Ça existe ça? Bon, pareil, vous me direz en commentaire, je sais que vous saurez. Donc on va suivre, elle s'appelle comment? Chloé Bertoul, 38 ans, qui est mariée à un homme qui avait déjà une fille et qu'ils ont un enfant ensemble. Voilà. Et on va suivre sa vie en fait. On va suivre la vie de Chloé qui se retrouve dans une aventure incroyable parce qu'elle découvre des choses sur sa vie familiale et notamment sur sa grand-mère. Donc il y a le personnage de la mère, il y a le personnage de la grand-mère, et elle va découvrir quelque chose en lien avec son grand-père. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai un doute. Je vérifie. Oui, c'est ça. Et donc il y avait toujours eu un espèce de truc autour du grand-père qui était mort dans un accident de voiture, et donc la grand-mère a élevé seule sa mère, et voilà. Et la grand-mère, c'est ça, quand même un sacré personnage, hein. Elle est assez caractérielle, assez détestable. On est sur une sorte de mamie vraiment désagréable, acariate, manipulatrice, méchante, mais en même temps badass, féministe et intéressante. Donc c'est un personnage qui est assez bien décrit et assez ambivalent. Et on va suivre Chloé, qui par hasard va se retrouver lancée dans une aventure pour essayer de comprendre qui était son grand-père, qui n'est pas mort dans un accident de voiture du tout, et elle va vivre toute une aventure. Et elle va vivre cette aventure avec un petit garçon en plus parce que y a les voisins du dessous qui ont tendance à se disputer beaucoup. Et le petit garçon finit par régulièrement venir chez elle. Et elle l'embarque dans ses aventures avec ses propres enfants. Et cette construction narrative avec tous ces personnages de ci, de là est très rigolote. C'est très léger. Et derrière cette légèreté, c'est aussi des tranches de vie, des moments de réalité de la vie de couple, de ce que c'est que d'être mère, de ce que c'est d'être mère, de ce que c'est que d'être belle-mère, et de ce que c'est que de se retrouver à un moment mère adoptive d'un enfant auquel on s'attache, de découvrir aussi que nos parents ou nos grands-parents ne sont pas forcément ce qu'on croyait, ont pu avoir une vie un peu différente, un peu plus rock'n'roll que ce qu'on s'était imaginé. Et voilà, et à travers l'expérience de Chloé, ce que nous raconte Titu Lecoq, eh ben, c'est une époque, à un moment donné, les années 70, 60, 70, 80, 90. Et j'ai trouvé ça joli, touchant, drôle, vraiment agréable à lire. Évidemment, l'écriture est dynamique, on avance, on va vite, on raconte cette histoire, on n'est pas dans le rocambolesque du tout, et en même temps, il y a de l'action tout le temps. Parce que même quand il n'y a pas d'action physique, de mouvement, il y a quand même de l'action, j'allais dire sentimentale, dans le sens émotionnel plutôt. Par exemple, quand le petit garçon vient dormir sur leur canapé, voilà, c'est rien, mais c'est des petites choses qui construisent l'histoire pas par pièce, morceau par morceau, pierre par pierre plutôt, et que j'ai trouvé bien faite et hyper intéressante. En fait, la force de ce livre, c'est de réussir à faire avec de l'ordinaire de l'extraordinaire.
Toutes les vies sont extraordinaires, tout ce qu'on vit est extraordinaire, puisque ça nous est propre, et donc c'est en dehors de l'ordinaire des autres. Et oui, si je vous racontais une partie de ma vie, vous seriez étonné parce que c'est parfaitement extraordinaire. C'est pas du tout ce que vous vivez. Et en fait, c'est ça qu'elle nous fait. Elle nous raconte une tranche de vie d'une banalité sans nom, mais qui est extraordinaire, parce que je sais pas notre quotidien. Et j'ai trouvé qu'elle le faisait très bien. J'ai lu ce roman sans en entendre rien et j'ai bien fait. Ce n'est pas un grand roman, ce n'est pas un grand roman littéraire, ce n'est pas un grand roman social, ce n'est pas un grand roman psychologique, ce n'est pas un incroyable page-turner. C'est juste un petit roman de tranche de vie, mais qu'on prend beaucoup de plaisir à lire. Et mine de rien, je crois que c'est pas si facile que ça à faire. Et j'ai trouvé que Titu Lecoq nous proposait un truc très sympa. Je sais pas quand est-ce que je partageais cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un conseil de lecture de vacances. Je trouve que ça a cette qualité d'allier le meilleur avec le meilleur, le facile dans le bon sens du terme, avec le léger dans le bon sens du terme, et que c'est une lecture idéale pour les vacances. Et puis, Titu Lecoq, pardon, elle a une passion pour les femmes, elle l'a montré à travers ses écrits, à travers tout ce qu'elle dit, à travers ses batailles, elle est militante. Et on sent qu'elle a une vraie affection pour ses personnages féminins. Le personnage principal est une femme, le personnage au-dessus d'elle, c'est sa mère, et le personnage encore au-dessus, c'est la grand-mère. Et vraiment, il y a un axe filial de femme en femme, et son positionnement de belle-mère, il se fait par rapport à une fille. Et j'ai trouvé que c'était bienvenu et que c'était bien vu. Et elle pose à travers ce roman aussi des vraies questions de relations de femme à femme. Et pour ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc n'hésitez pas, lisez Une époque formidable de Titu Lecoq. Voilà, écoutez. Je ne sais pas quoi dire de plus si ce n'est abonnez-vous parce que ma chaîne, elle végète. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à essayer de me donner un peu de la visibilité parce que j'en ai aucune. Et puis à commenter, parce que je pense que vous aurez des choses à dire par rapport à ce que j'ai raconté. À liker, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!